que toute une série de géants, dont l'Aigle, ont maintenant leur air propre, leur musique propre, ce qui est une innovation. Hein. Voilà encore, on parle toujours, on dit que la Ducasat n'est pas figée, eh bien, c'en est bien la preuve. Voilà un chant extrêmement important, une danse extrêmement importante et qui vient s'introduire, qui est introduite maintenant depuis une dizaine d'années. Alors justement, dans ce groupe des porteurs de l'Aigle, il y a 3 nouveaux porteurs cette année qui font leur première Ducasse, hein, Cory Després, Cassandre Guigny, qui ont participé quand même l'année dernière dans cette forme un peu plus particulière. Et puis il y a un tout nouveau, Sébastien Pasté, qu'on connaît mieux ici à Ath ou Holness. Nicolas est avec lui d'ailleurs. Oui, Amélie, hein, à mes côtés, Sébastien Pasté, Holness, hein, comme on dit. Qu'est-ce que vous ressentez ici aujourd'hui? J'ai été ému avec les porteurs de l'Aigle. Ici, mon cousin, le sauvage Mason, m'a donné la médaille du groupe du Chai. Et j'étais ému et tout ça. Ça m'a fait plaisir. Un grand merci à eux et à les porteurs de l'Aigle. On sent qu'il y a des liens forts entre ces porteurs de l'Aigle. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que vous avez appris que vous allez être porteur? Voilà, il y a Philippe Guigny qui a quitté l'année passée. Et il cherchait à nous, un remplaçant, et il a dit à les porteurs de l'Aigle, voilà mon remplaçant. Et ils ont dit, le chef m'a demandé si je voulais quitter ou je voulais rester. Il m'a dit, tu restes avec nous autres, l'équipe. Et ben voilà, Christian, on peut le dire, hein, Christian Canuet qui est à mes côtés sur ce terrain pour donner la parole aux acteurs qui font vivre ce cortège et ce folkloratoire. On peut le dire, hein, c'est toujours une fierté quand on reçoit ce badge de porteur. C'est toujours un signe d'amitié profonde. Pour eux, c'est une très grande fierté. Il faut savoir que Holness, il attendait ça depuis longtemps. Parce que depuis de nombreuses années, il vient déjeuner chez moi le dépotron miné le lundi avec les porteurs de l'Est, une tradition qui remonte aux années 90. Et donc je sais qu'il attendait, qu'il rongeait son frein. Et alors, on vient de jouer la valse de l'Aigle où il dit « Blason de la ville, fierté des édiles ». Mais toi, Sébastien, tu as une autre interprétation. Pourquoi l'Aigle, il a 2 têtes, à ton avis? Parce que pour la politique. Voilà, il regarde parfois à gauche. Voilà, et à droite. Voilà, et donc il fait de la politique. Voilà. Bah, tu sais qu'il y a un auteur patoisant à toi du début du siècle qui avait déjà pensé la même chose que toi. Non. Ben voilà, tu l'apprends. Alors voilà, un porteur heureux. Merci à vous deux et on va apprécier la Paloma interprétée ici. Voilà. Ça va? La Royal Harmonie Union Mélin-l'Évêque qui cette année compte 10 jeunes musiciens hein, qui participent à leur première Ducasse et qui rejoignent ainsi leurs parents, leurs cousins, leurs tantes, puisque même dans les fanfares c'est souvent une grande affaire de famille. Hein. Ces jeunes sont issus de l'école de musique, puisque c'est vrai que dans les fanfares, hein, Jean-Pierre, on essaye finalement de former les jeunes à la relève aussi. Hein. Oui, évidemment, les fanfares ont leur propre école de musique. Il faut ajouter à ça qu'il y a l'Académie de musique qui forme beaucoup de musiciens de la région. Et donc, et il faut dire aussi que les fanfares, une bonne partie de la vie des fanfares est liée à la Ducasse. Une bonne partie des fanfares vivent pour préparer la Ducasse. Bien sûr, elles se produisent aussi à d'autres moments, mais beaucoup de fanfares, c'est quand même le grand moment pour la plupart des fanfares de la région. La Ducasse, c'est le grand moment. Alors que l'Aigle quitte tout doucement cette grande place, on va accueillir tout prochainement le prochain groupe, hein, un groupe qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Hein, c'est la Barque des pêcheurs napolitains avec son sauvage, hein, interprété par Mason Baudelet. Et j'ai justement sur ce plateau Laurent Dubuisson, hein, vous êtes le conservateur de la Maison des Géants. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que on ne s'attendait pas forcément à cette polémique hein, qui est née en 2019.
Alors on ne s'y attendait pas, c'est pas complètement vrai, hein. On sait bien que ce personnage il pose des questions depuis très longtemps. Les premières polémiques autour du sauvage, c'est la Seconde Guerre mondiale et puis les années 60. Donc voilà, il est dans une optique d'un personnage du 19e siècle, d'une époque avec d'autres mentalités. Et donc voilà, on sait que potentiellement il y avait une polémique qui pouvait surgir et elle s'est matérialisée en 2019 en effet. Alors, on le voit justement ici à l'antenne, hein, ce que dénonce notamment le groupe des Bruxelles Panthères, c'est son caractère raciste, hein, avec son habillement notamment et surtout son grimage noir. Pourtant, Jean-Pierre, ce personnage, est-ce qu'il est vraiment raciste? C'est qui ce personnage finalement? C'est-à-dire que ce personnage, il vient d'une île normalement, d'une île du Pacifique, une île imaginaire. Donc c'est un personnage imaginaire. C'est aussi un sauvage, je dirais, de la tradition. Dans les traditions folkloriques, il y a traditionnellement des sauvages qui animent les fêtes. Hein, le sauvage s'oppose à l'homme civilisé. Et donc c'est quelque chose qui existe dans toutes les fêtes. On retrouve des sauvages un peu partout, que ce soit sous la forme d'hommes de feuilles, que ce soit sous la forme de personnages plus ou moins venus des îles ou venus d'ailleurs. Eh bien ce sont chaque fois des personnages, je dirais, hors normes. Et évidemment, le sauvage date, il est là-dedans. Bien sûr, il vient illustrer la barque des pêcheurs napolitains, mais évidemment, il n'a rien. Il faut répéter qu'il n'a rien à voir avec l'Afrique et qu'en fait, s'il est noir, c'est parce qu'à l'époque, on n'imaginait pas qu'un sauvage venu des îles pouvait être noir. Mais évidemment, bon, on a maintenu cette tradition. Et il faut dire qu'à l'époque, les mentalités n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Le contexte social et le contexte, je dirais, la vie des gens n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les idées n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on conteste le colonialisme, on conteste un certain nombre de choses de ce genre-là. Et donc, il faudra bien que les Atois s'adaptent à cette évolution. Hein, donc, on a dit, la Ducasse, elle évolue justement en fonction de l'époque. Eh bien, il faudra que cette Ducasse évolue en fonction de son époque. Et on entend ce sauvage qui est vraiment très applaudi, puisque c'est quand même... Une chose est sûre, c'est que ce sauvage, il fait partie de la tradition populaire et que tous les Atois y sont très attachés. C'est vrai que Laurent Dubuisson, hein, pour quelqu'un qui découvre finalement le folklore de la Ducasse, on peut comprendre que ce personnage puisse par ailleurs choquer. Hein. Oui, donc c'est vrai qu'à un moment, une fête comme la Ducasse avec son folklore, elle se vit et elle s'apprend par la population depuis son plus jeune âge avec des codes qui sont propres et donc quelque part on met un sens à ce personnage qui est un sens magique, qui est merveilleux et maîtriser toutes les connotations négatives. Mais c'est très clair pour que quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a pas ces codes, voilà, ça reste quelque part un être humain qui est enchaîné, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer, qui a un comportement excessif. Même si il est devenu plutôt un personnage fabuleux. Mais donc voilà, quelque part la polémique a permis de faire comprendre aussi qu'on ne vit pas seul sur une bulle et sur une île et que notre Ducasse se partage aussi, je dirais, au niveau national, au niveau international et donc il faut pouvoir aussi expliquer ce personnage. Moi je voudrais insister sur ce que Laurent vient de dire, c'est que ce personnage, on ne le conservera et on ne sauvera cette scène que si on évolue, que si on supprime un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qu'on peut enlever et en maintenant le caractère de la scène. Sinon nous allons, nous Atois, nous isoler au niveau national, voire international, et ça ce n'est pas acceptable. La Ducasse, c'est une fête pas seulement pour les Atois, mais c'est une fête internationale, qui a une valeur internationale.
Justement, hein, ici on voit Mason Bodley, hein, le sauvage, qui est descendu quelques instants de sa barre, venir saluer les Atois. Il est d'ailleurs très bien accueilli, très acclamé par la population ici. Il n'hésite d'ailleurs pas à faire le show. Et dans quelques instants, vous allez le voir, on va vivre un moment assez unique puisque le sauvage va enlever les chaînes et l'anneau en guise de symbole aussi pour montrer que voilà, on est aussi attentif à cette problématique et qu'on fait un premier pas, Laurent. Mais tout à fait, hein, comme on en parlait, il y a cette idée quand même du casse-date qui ne colporte pas de valeurs négatives, qui ne défend certainement pas le racisme, qui est une fête qui est plutôt une fête qui est rassembleuse. Et donc, même si quelque part dans cette Ducasse des retrouvailles, on voulait laisser la possibilité au sauvage de faire sa sortie, on trouvait qu'un geste d'apaisement était intéressant. Et donc c'est pour ça qu'en tant qu'organisateur, on a demandé au groupe de bien vouloir, ici à l'hôtel de ville, remettre les chaînes et l'anneau dans un geste qui était symbolique. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour vraiment remercier l'ensemble du groupe, Mason Bodley et toute la famille Bodley, parce qu'ils sont en train de vivre, c'est vrai, une polémique qui les dépasse complètement, qui est une polémique complexe et difficile. Et par rapport à ça, ils sont, je crois, très à l'écoute, très ouverts, et ils ont un sens quelque part du bien-être collectif de la Ducasse. Donc moi je les remercie et je leur souhaite en tout cas la meilleure Ducasse possible. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de solidarité. On a entendu la solidarité de la population, mais aussi solidarité des autres groupes du cortège, puisque voilà, l'ensemble des porteurs sont en train de faire une haie d'honneur pour valoriser le personnage. Hein. Et pour le soutenir aussi en quelque sorte, puisque on imagine que ça doit être quand même un moment assez difficile pour Mason aussi, de devoir se séparer finalement de ses chaînes et de cet anneau qui fait partie de son personnage. C'est une première évolution extrêmement qui montre bien que les Atois ne sont pas figés, n'acceptent pas que les choses restent telles quelles et qu'on s'adapte à notre époque. Voilà, on va regarder ce moment. Merci à tous en tout cas. Un tout grand merci les gars. Merci pour le soutien que vous êtes. Merci à tous. Je vois que la population atoise et surtout les acteurs de tout ce beau cortège sont avec moi. Donc merci à tous pour votre soutien en tout cas. Et bonne Ducasse à tous. Ça va être une Ducasse de déchaînée les gars. Voilà, et donc symboliquement, l'idée était de pouvoir remettre l'anneau et les chaînes devant l'hôtel de ville, qui est voilà, le symbole des libertés communales. Puisque quelque part, il va retrouver sa liberté. Évidemment, vous l'entendez, ça ne plaît pas forcément à la population qui est attachée à ce personnage. Vous entendez la foule huer un petit peu ce geste. On a senti beaucoup d'émotion aussi dans la voix de Mason Bodley qui a remercié finalement les autres acteurs d'être présents aussi pour le soutenir dans ce moment vraiment particulier. Laurent, il y a vraiment un processus de réflexion qui s'est mis en place après cette polémique en 2019. Donc vous n'êtes pas resté insensible.
et notamment en printemps dernier, hein, où un sondage a été fait, puisque l'idée c'est aussi que la population soit purement actrice aussi de cette évolution du sauvage. Ce qui ressortait, hein, de ce sondage, c'est finalement les chênes et l'anneau principalement aussi. Oui, donc c'est vrai que quand la polémique a éclaté en 2019, il y avait une incompréhension des Attois sur la symbolique que pouvait porter le personnage. Quelque part, ils ne le perçoivent pas comme un esclave, même si aujourd'hui symboliquement il retrouve sa liberté. Mais le fait d'expliquer le personnage, d'expliquer ses origines, d'expliquer aussi les symboles, fait que voilà, aujourd'hui en 2022, quelque part avoir un être humain qui est sur un char et qui est enchaîné et qui porte le symbole de l'anneau de l'esclavage, ça donne quand même à réfléchir, et dans toute cette enquête, dans toute la sensibilisation qu'on a eue, davantage que le grimage et ce qu'on appelle le fameux blackface. Justement, je vous interromps quelques instants, puisque Nicolas Jacquet est avec Mason Baudelaire, hein, le sauvage. Oui, à mes côtés, Christian Canuyer et Mason Baudelaire qui vient de faire ce geste. Comment est-ce que tu as vécu ce moment? Avant tout, j'aimerais simplement signifier qu'au détriment des traditions, on me prive de mes attributs qui sont là depuis des générations et des générations. Les amoureux du folklore attois et toute la Ducasat derrière moi, ils savent très bien ce qu'on en pense ensemble. Malgré tout, on va faire du casse. Et ça va être une Ducasse de déchaînée. Et je voudrais ajouter, hein, cher sauvage, que tu m'avais dit c'est quand même dommage parce que c'est comme en amour. Là, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de plaisir. En effet. Une bonne Ducasse à tous. Bonne Ducasse. Merci à tous les Attois. Voilà, on entend beaucoup d'émotions, mais finalement ça ne l'empêchera pas de faire la fête, hein. Tout à fait, c'est le message qu'il faut faire passer, hein. C'est qu'au-delà d'une polémique, essayer de faire croire que la Ducasat elle est raciste et elle colporte des valeurs négatives, je crois qu'on se trompe, hein. Et d'ailleurs, derrière la frustration que peut avoir Mason, on sent quand même beaucoup de maturité, de responsabilité, et de vouloir faire passer un message positif de ce qu'est vraiment la Ducasat. Et très clairement, dans les prochains mois, après ce geste d'apaisement, on se remettra tous autour d'une table. Il faudra aussi suivre un peu l'actualité, à savoir la procédure UNESCO qui est lancée. La difficulté aussi, il faut quand même bien le dire, de faire supporter ce débat et cette polémique du blackface à notre petite ville de 30 000 habitants. Et donc il faudra sans doute que le débat il soit plus large à hâte, et que au niveau des instances aussi, à tous les niveaux de pouvoir, on puisse aussi participer à cette réflexion. Si quelque part le blackface est un problème pour la société belge, alors il faut que la société belge dans son ensemble puisse se positionner et peut-être pas faire reposer toute la responsabilité aux Attois. Et aussi dire que finalement ces chaînes, elles avaient aussi un rôle de sécurité, hein, pour ce figurant qui incarne le sauvage. Oui, derrière la symbolique de l'esclavage, au-delà de ça, vous voyez le jeu très spectaculaire du sauvage, et Mason qui fait le rôle pour la deuxième fois est très spectaculaire. Et donc très souvent il se penche, il se précipite hors de la barque, et les chaînes avaient aussi en effet un rôle de sécurité, puisque ça permet aux deux gardes qui l'entourent de pouvoir éviter qu'il tombe. Il a donc fallu trouver une solution purement technique pour qu'il puisse continuer à être protégé. Et donc on a proposé un système de cordes qui va pouvoir le relier à ses gardes. Il n'y a plus avec les cordes la dynamique et la symbolique du fait d'être enchaîné, mais quelque part Mason reste en sécurité. Merci en tout cas Laurent d'être venu nous parler sur ce plateau. Et juste, on voit la barque qui part sous l'acclamation de la foule. Peut-être rappeler, Jean-Pierre, cette barque, elle a été créée par la société chorale des matelots de la Dendre, hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une première barque qui a été créée par les matelots de la Dendre, la société chorale des matelots de la Dendre. Et puis il y a un groupe qui a pris le nom de pêcheurs napolitains, qui a donné à cette barque le nom de pêcheurs napolitains. Et c'est le groupe en fait des Braves de la Dendre alors qui a géré cette barque et qui a effectivement introduit ce sauvage venu de l'île de Gavatao, île imaginaire évidemment. Et c'est donc un personnage imaginaire. Malheureusement, il a pris pour certains des connotations qu'on est en train de corriger. Je crois qu'on va
pouvoir, dans les années à venir, corriger et garder le sauvage. Ce qui est important, c'est que nous gardions le sauvage, que nous gardions cette barque et que nous gardions le sauvage dans le cortège et avec son animation et avec son groupe. Alors qu'on voit prochainement arriver Saint-Christophe. On surnomme parfois le 8e géant. Oui. Mais c'est un géant sur échasse. En fait, c'est une figure assez exceptionnelle. Il y a eu un Saint-Christophe dans la Ducasse-Date au XVe siècle et il a disparu. Et en fait, il est revenu au XIXe siècle venant de Flobec. Et donc, c'est parce qu'à Flobec, dans la procession, Flobec qui est une paroisse consacrée à Saint-Christophe, et bien dans la procession de Flobec, il y a un Saint-Christophe sur échasse. Ce Saint-Christophe sur échasse est revenu à la Ducasse-Date au milieu du XIXe siècle. Et ce n'est qu'en 1976 que le groupe de rénovation a estimé intéressant de ramener à Ath ce Saint-Christophe sur échasse. Saint-Christophe qui porte le Christ, comme on voit, c'est son nom d'ailleurs, Christophoros en grec, c'est le porte-Christ, et on voit donc c'est un saint sur échasse. À l'heure actuelle en Europe, il n'y a plus beaucoup de saints sur échasse, notamment de géants sur échasse, dans les processions ni dans les cortèges. Et c'est donc assez exceptionnel que finalement qu'on ait ce personnage ici dans la Ducasse-Date. C'est un vrai géant. C'est un vrai géant, mais un géant sur échasse, avec donc un tout autre contexte, venu de Flobec et qui a été récupéré par les Atois. Et justement, Nicolas Jacquet est en compagnie d'accompagnants de Saint-Christophe. On le retrouve tout de suite. Oui, alors tout à fait. Pendant que Saint-Christophe évolue sur cette grande place, les accompagnants sont arrêtés quelques minutes avec nous. Quel est votre rôle finalement en tant qu'accompagnant de Saint-Christophe? Accompagnant, déjà pour le côté folklore, l'image. Maintenant, on est là aussi pour la sécurité. Comme vous l'avez vu il y a un instant, il a eu besoin de notre aide tout simplement pour resserrer une échasse. On imagine, c'est pas forcément facile d'évoluer sur cette place, sur ces rues pleines de pavés quand on est en haut des échasses. On a de la chance pour l'instant, il ne pleut pas parce qu'effectivement les pavés, une fois qu'ils sont humides, c'est vraiment l'horreur sur échasse. Ouais. Comment on se sent quand on est là-haut? Plus grand. Non, en même temps, moi c'est mon métier, ce qui fait que j'ai l'habitude, j'adore ça. Lui, franchement, tout l'honneur lui revient parce qu'il ne le fait qu'une seule fois par an et je sais que déjà si j'ai mal en fin de journée, lui il doit encore avoir plus mal. Ça veut dire qu'il y a plusieurs Saint-Christophe qu'on se relaie? Oui, justement, il le fait le matin, je le fais l'après-midi. Avant, Alain, notre prédécesseur, le faisait tout seul toute la journée et franchement chapeau à lui parce que ça a beau être mon métier, je le ferai pas toute la journée. Merci. Dans la symbolique médiévale, le Saint-Christophe du matin, c'était très important. Mais vous savez que dans les voitures, nous avons des petites médailles avec Saint-Christophe qui protègent le voyage. Alors au Moyen-Âge, on disait que quelqu'un qui voyait Saint-Christophe le matin, eh bien, il avait sa journée ensoleillée, ce qui va être le cas aujourd'hui, et une journée pétrie de chance. C'est vraiment pour ça que je crois qu'on a un document iconographique au mur sud de la cathédrale d'Amiens. Quand vous êtes à la cathédrale d'Amiens, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il y a un énorme Saint-Christophe qui est sculpté sur le mur de la cathédrale et c'est comme ça aussi que dans nos voitures, on a pris l'habitude. Donc vous êtes aussi un porte-bonheur, c'est très important. C'est aussi cette symbolique-là qui est mise en œuvre dans le personnage. Donc dites-le vous cet après-midi, vous allez porter chance à tout le monde. Merci à vous. Alors c'est vrai que c'est une véritable prouesse physique, donc de porter déjà ce Christ, mais en plus les échasses, c'est très physique. Voilà, très particulier, oui, très particulier. Et en fait, ce sont des gymnastes ou des personnages qui sont vraiment exercés à ce travail, ils peuvent le réaliser. Alors qu'on vient d'entendre cette salve d'honneur des Bleus qui font leur entrée sur la Grand Place, les Bleus qui représentent Jean-Pierre l'ancienne garde civique. C'est une milice bourgeoise atoise, même si on les a longtemps confondés avec des Français.
c'est bien avant, c'est l'ancienne confrérie des canonniers arquebusiers. Donc en fait, ces confréries, il faut bien se dire que la procession, elle était animée par les confréries, c'est-à-dire des associations religieuses de métier ou des associations qu'on appelait les serments, qui étaient des associations militaires. Au départ, pour la défense de la ville d'ailleurs. Donc ces associations avaient un réel rôle de défense de la ville avec ses remparts. Donc il faut bien se dire qu'à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, la période était difficile, il y avait des guerres, et donc on devait pouvoir être protégé par les remparts. Mais pour défendre les remparts, eh bien, il fallait des archers, des arbalétriers, et des canonniers arquebusiers. Donc, les canonniers arquebusiers, il y avait une confrérie à Apt, et c'est cette confrérie qui effectivement accompagne alors le géant Samson, a créé en 1679, a créé le géant Samson. Et donc elle accompagne toujours d'ailleurs le géant Samson, et elle contribue à l'animation du cortège. Elle joue aussi le rôle d'ailleurs de garde de Goliath le samedi de la Ducasse. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure du rôle de l'ASBL Rénovation Cortège, notamment dans la figuration. Et j'ai d'ailleurs le plaisir d'accueillir Pierre Digneff. Bonjour. Bonjour, Alors, à vous. Ce groupe des Bleus, vous le connaissez particulièrement bien puisque vous avez été bleu pendant 15 ans. Hein. Oui. En fait, j'ai été le premier sergent de ce groupe-là en 1974. Donc le groupe venait de rien du tout. Et puis bon, grâce à l'action des jeunes atois, on a réussi à réétoffer le cortège et à faire le groupe comme il se présente maintenant. Alors un groupe où vous êtes encore finalement attaché, parce que si je ne me trompe pas, vous êtes l'armurier, hein, c'est vous qui... Oui, on m'a baptisé l'armurier. C'est récent d'ailleurs, ça date de cette année-ci. En fait, j'assure l'entretien de leurs fusils après cortège et bien sûr une petite révision avant cortège, afin que tout se passe normalement. Ce sont des armes qui ont plus d'un siècle, donc il faut les dorloter. On trouve plus facilement les pièces, donc voilà. Alors, hormis ces rôles, vous avez été épinglé cette année pour 45 ans de présence dans le cortège. Vous avez aussi le rôle de commissaire et vous êtes membre aussi de l'ASBL Rénovation du cortège. C'est vraiment une association qui a un rôle essentiel pour le cortège d'Apt. Oui, en fait, Rénovation du cortège, avant d'être une ASBL, est venue d'un besoin certain de réétoffer la figuration du cortège. Il faut savoir que fin des années 60, la figuration elle était moribonde. Il n'y avait plus rien sur les chars, les groupes étaient minimalistes. On a fait appel à des mouvements de jeunesse de Flaubec qui n'ont pas trop d'anglais et tout. Mais petit à petit, les jeunes se sont regroupés et ont fini par se dire qu'il fallait faire quelque chose pour notre belle Ducasse. Et depuis lors, ça n'a fait que continue et c'est bien, c'est très bien. Aussi bien qu'aujourd'hui, la demande est très importante, il faut parfois faire des choix. Hein. C'est ça aussi le rôle de rénovation, essayer de contenter tout le monde. Mais... Bon, on ne peut pas mettre tout le monde dans le cortège, c'est pas possible. Déjà, dans les années 70, on a réintroduit le canon du Mont-Sarin, parce que ça permettait de mettre une bonne quarantaine de figurants en plus dans le cortège. Puis il y a eu le groupe des 19 communes. Mais la figuration est très fidèle, à tel point qu'il y a des générations qui passent parfois sans pouvoir avoir accès à la figuration. Il y a une fidélité terrible dans la figuration du cortège. Et dans les figurants de ce groupe des Bleus, il y a une personne que vous connaissez très bien, hein, puisqu'il s'agit de Maïté Digneff, votre fille. Hein. On va la retrouver tout de suite en compagnie de Nicolas Jacquet. Alors Maïté, on disait qu'il y avait quelqu'un au plateau qui vous connaissait très bien, fatalement, puisque c'est votre papa. On peut dire que chez vous, la Ducasse, c'est vraiment une affaire de famille? C'est vraiment ça. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression d'être née dedans, de toute façon, dans cette ASBL. Mon père a créé la SBL avec toute une équipe et voilà, ma maman était dedans aussi et puis après on est rentré dans cette ASBL Rénovation du cortège et c'est vraiment un rôle qui tient à cœur. D'ailleurs c'est un rôle que vous avez hérité de votre maman. Voilà, ça a été la première qui l'a fait dans les années 1976-78 et puis j'étais pas née encore donc elle aurait pas su savoir si c'était un rôle qu'elle aurait pu faire. Et puis voilà, elle l'a passé à sa sœur. Et puis voilà, maintenant je l'ai fait, je l'ai vraiment fait à cœur et moi c'est le rôle de ma vie, c'était vraiment le rôle que je voulais faire.
Mais voilà, j'ai passé la main. Ce sera la fille de sa sœur. C'est votre filleule, Oui, voilà. votre filleule qui va prendre le relais aussi quand déjà l'année prochaine? Oui, donc je l'ai annoncé hier, donc maintenant je peux l'annoncer officiellement. Donc les Bleus ne voulaient pas me laisser partir comme ça un dimanche. Et donc je ferai encore samedi l'année prochaine pour faire le plus beau des mariages. Et puis je tirerai ma révérence comme d'autres l'ont fait. Et puis ça partira comme ça. Ça va, on sera content de vous retrouver dans le cortège de samedi et de l'an prochain. Alors on vient de voir pendant que tu parlais, Maïté, il y a une foule de petits moineaux, là, de petits gosses qui se sont précipités pour recueillir. Les douilles des Bleus, c'est quelque chose d'incroyable. Et maintenant ils les font vraiment éjecter de leurs armes, c'est trop beau. Alors, on a parlé un peu de la polémique du sauvage, mais il y a une autre polémique qui de temps en temps surgit dans notre folklore, c'est celle du genre. Or, en fait, voilà un groupe où très clairement, il y a un rôle féminin qui doit le rester. Est-ce que tu imagines qu'à côté de la cantinière, il y aurait des bleuettes? Pourquoi pas? Parce que voilà, c'est une question qui parfois revient aussi régulièrement. Féminisée. Maintenant, même une femme qui deviendrait un homme, pourquoi pas, elle ne pourrait pas postuler pour un groupe de Bleus, ça ne me dérange absolument pas. Eh bien, qui a dit que le folklore à toi n'évoluait point? Voilà, et on a senti beaucoup d'émotions évidemment de la part de Maïté qui va donc vivre son dernier dimanche de Ducasse. Pierre aussi, j'imagine beaucoup d'émotions de voir votre fille reprendre le flambeau familial. Oui, c'est énorme évidemment. Comme elle est née dedans et bon, elle peut-être plus que tout autre parce que de la fin des années, je dirais la fin des années 90 jusqu'à quelques années ici en 2000, pendant 13 ans je me suis occupé de la figuration du cortège. Et donc Maïté, elle était un petit peu ma roue de secours. Quand il me manquait une figurante quelque part, je disais Maïté, tu vas aller là. Et une année, je l'ai même balancé DS sur le char de la ville. Elle me dit, oh non, papa, je ne vais pas y aller. Elle était encore jeune à ce moment-là. Je ne vais pas y aller. C'est tous des vieux qui sont là-dessus. Elle me dit, écoute, tu seras DS du char de la ville. Après, c'est tout. Hop, circuler. Donc, c'est le cas de le dire, elle a trempé dedans. Elle a trempé dans la figuration. Ouais. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et bonne Ducasse à vous. Bonne Ducasse à vous aussi, merci. Merci. Alors qu'on aperçoit Samson arriver sur la Grand Place. Qu'est-ce qu'on peut dire de Samson, Jean-Pierre? Samson, comme je l'ai déjà annoncé, c'est le géant des canonnières Quebusiers, donc du groupe des Bleus, si vous voulez, de l'ancêtre de la compagnie qui précède le groupe des Bleus, qui est devenu le groupe des Bleus après la Révolution. Et donc Samson, lui, c'est le personnage biblique, bien sûr. Il apparaît en fait assez tardivement, vers 1679, comme géant de cette confrérie. Et vous voyez que d'ailleurs il porte la colonne du temple, dans la légende biblique. Et Samson a battu le temple où il était enchaîné, et il a la mâchoire d'âne avec laquelle il a tué les Philistins. Donc il a vraiment et plus sa chevelure qui fait partie aussi de sa force, puisque quand il a sa chevelure, il a la force. Si on lui coupe la chevelure, eh bien il perd sa force. Donc il y a ces aspects, la chevelure, également la colonne du temple et la mâchoire d'âne. On va laisser rentrer Samson sur un nouvel air, on en discutera encore après, mais c'est une nouvelle chanson qui s'appelle La Victoire de Samson, on écoute.
l'air emblématique de Samson, aujourd'hui intégré dans une nouvelle composition de Raphaël Hercel intitulée La victoire de Samson. Samson qui est donc arrivé sur un air un peu de marche napoléonienne. Et puis vous avez reconnu un pot-pourri finalement de chansons emblématiques du folklore de la région. On a notamment entendu l'air du doudou. Hein, c'est un peu particulier d'entendre l'air du doudou à la Ducasse d'Ath. Hein. Oui, c'est assez paradoxal, mais c'est intéressant parce que finalement, le doudou comme la Ducasse d'Ath, nous sommes dans des traditions séculaires et qui sont reconnues par l'UNESCO d'ailleurs. Donc je dirais que ce n'est pas gênant, au contraire. Ça montre bien l'ouverture de la Ducasse d'Ath. Et c'est important qu'on maintienne cette ouverture, qu'on maintienne ces liens avec Mons et avec d'autres, et qu'il y ait ces liens et qu'il y ait ces échanges. C'est extrêmement important. D'ailleurs, l'envie de la fanfare de Moulbet derrière cette nouvelle composition, à la fois rendre hommage à Napoléon, hein, puisque c'était le bicentenaire de sa mort, mais aussi mettre à l'honneur ces folklores de la région reconnus à l'UNESCO. Et je pense que Nicolas est avec quelqu'un. Eh bien oui, hein, avec Christian, parce que vous évoquiez tout à l'heure en plateau les différents éléments hein, qui servent d'accessoires aux géants. Et c'est l'occasion justement de s'attarder sur cette colonne du temple, Christian. Oui, parce qu'on ne réalise pas toujours suffisamment. Elle est très réaliste, hein, parce que si on peut fixer la caméra sur la colonne, le haut de la colonne est ébréché. Ça veut dire que ça évoque bien une colonne qui a été arrachée. Et là aussi, j'ai un document iconographique qu'on peut peut-être reproduire, qui montre, c'est une gravure de Gustave Doré. Vous savez, c'est l'arrière-grand-oncle de Julien Doré, le chanteur, et qui montre Samson ébranlant les colonnes du temple du dieu philistin Dagon à Gaza. Mais qu'à cette époque-là, Gaza avait déjà une histoire assez mouvementée. Donc, les éléments qui restent du personnage biblique ont gardé une forte charge réaliste et biblique, justement. Et ça, peut-être, c'est intéressant de le signaler. Ben voilà, une info sur Samson, une info sur Julien Doré, on s'y attendait pas forcément, mais voilà ce qu'on peut dire de cette colonne. Voilà, alors que la fanfare nous régale avec un God Bless Philby, musique scellée par le film Le Mur de l'Atlantique. On en profite quelques instants. Aperçu il y a quelques instants dans les images Yves Dumont, l'infatigable canne-major de la fanfare de Moulbet, hein, une fanfare pour le moins imposante qui fait le show, hein, Jean-Pierre. Oui, en fait ces fanfares, toutes les fanfares, comme je l'ai déjà dit, toutes ces fanfares de la région d'Ath font évidemment un gros effort pour la Ducasse d'Ath, mais en plus évoluent, se modernisent, introduisent des majorettes, etc. Il y a eu une évolution et toute une modernisation des fanfares qui s'intègrent parfaitement évidemment dans la Ducasse d'Ath. Cette fanfare de Moulbet qui est en fait le résultat d'une fusion hein, avec Ligne. Moulbet-Ligne, de la fusion Moulbet-Ligne. D'ailleurs, quand on regarde le drapeau de la fanfare, les deux blasons sont présents. C'est précisé, oui. Voilà, on va... En fait, il y avait des fanfares dans tous les villages, parfois plusieurs fanfares dans les villages, mais évidemment, aujourd'hui,
depuis, le nombre de fanfares est réduit et il y a eu des fusions. On voit justement les majorettes tambours de la fanfare de Moulbet, une des seules fanfares encore à avoir des majorettes tambours. Voilà, une ronde autour du géant français. Alors que là aussi, on aperçoit un positionnement un peu inhabituel du géant, de ses porteurs et de la fanfare, puisqu'il y a une petite surprise qui se prépare. Voilà, et vous aurez sans doute remarqué que la fanfare de Moulbet a changé de costume. Auparavant, elle avait un costume vert. Désormais, c'est un costume bleu qui est beaucoup plus représentatif du costume de Samson, finalement. Oui. Les Bleus maintenant qui font une remontée pour revenir ici sur cette grande place. Je vous le disais, une surprise se prépare. Voilà, donc l'idée c'est de réaliser une photo de groupe avec les Bleus, la fanfare, Samson et les porteurs pour montrer finalement la symbiose qui règne entre ces différents groupes qui ne forment qu'un finalement dans ce cortège. C'est important finalement, Jean-Pierre, que ces groupes soient vraiment unis et soudés.
Oui, je crois que c'est très important parce qu'il y a, comme ça, il y a un esprit d'équipe qui se développe. Et effectivement, je dirais que le travail et l'organisation, la figuration se fait mieux si on a affaire à des gens qui se connaissent, qui s'apprécient, qui ont des échanges et qui ne se contentent pas de se réunir uniquement pour la Ducasse. Donc il y a tout cet aspect, je dirais, convivial qui prépare la Ducasse et qui fait que ça se déroule dans les meilleures conditions. Alors évidemment, c'est une photo avec énormément de monde dessus, puisque rien qu'à la fanfare, on compte une centaine de membres, avec les majorettes tambours comprises. Donc ça fait du monde sur la photo. Oui, et ça montre la vitalité de ces fanfares. La vitalité de ces fanfares aujourd'hui, à la fois pour la Ducasse, mais aussi toute l'année. Ce sont des fanfares qui fonctionnent toute l'année, même si évidemment le grand moment pour elles, c'est la Ducasse. Plus l'imposant groupe des Bleus. Il faut se dire qu'au lendemain de la guerre et encore dans les années 60, on avait malheureusement une petite dizaine de Bleus. Vous voyez aujourd'hui l'importance de cette escorte, de ce groupe des Bleus, de ce groupe des canonniers arquebusiers. On parlait justement tout à l'heure de cet nouvel ensemble, ce nouvel uniforme des Bleus. Nicolas est en présence de Martial Josse. Tout à fait, Amélie. Alors, Martial, c'était l'occasion de faire une petite photo de famille, ici, cet arrêt sur la Grand Place. Ben oui, en effet, cette année-ci, la boucle est enfin bouclée. Dans le cadre d'une Ducasse traditionnelle, on a pu arborer nos nouveaux uniformes dans le groupe 2 de la Ducasse, qui est le groupe Les Bleus, Samson, Moulbé. Par le fruit du hasard, une uniformité s'est faite lors de la réalisation de nos nouveaux uniformes. Et voilà, on en était tous fiers et on voulait immortaliser l'événement pour la première Ducasse ensemble. Il n'y avait pas donc de consigne pour ressembler à Samson, ça s'est fait comme ça, c'est le fruit du hasard. Oui, tout à fait. En fait, on avait donc confié la tâche à une styliste qui m'avait demandé si on était attaché à nos couleurs. Je lui avais dit pas spécialement, mais surprenez-nous. Et le jour où est arrivé le dossier sur mon PC, en l'ouvrant, j'ai été fort surpris de voir ces couleurs-là, alors qu'elle ne connaissait même pas la Ducasse d'Ainx. Donc on ne pourrait pas dire qu'elle a pu prendre une similitude avec le géant ou le groupe. C'était vraiment la DAF fait bien les choses. Ben voilà, il aura fallu un peu de temps pour découvrir les nouveaux costumes de Moulbé enfin dans une vraie Ducasse d'Ainx, mais nul doute que le public les appréciera. Et pour le coup, le hasard fait bien les choses, en l'occurrence en période de Ducasse. Et on voit Samson qui danse sur un air bien connu, un air plus récent, un souvenir des Trois Cafés Gourmands. Je vous laisse apprécier. Voilà la fanfare de Moulbé qui fait le show et qui est une des fanfares finalement assez pionnières dans l'introduction de musique plus récente. Ça, c'est vraiment un mouvement qu'on ressent depuis plusieurs années. Les fanfares ont envie d'introduire de la nouveauté, de la fraîcheur dans ce cortège. Avec un mini Samson ici à l'image.
concernant cette grande place, on va rejoindre quelques instants notre autre historien Christian Canuyer qui va nous parler d'un détail sur le drapeau justement. Oui, vous savez que je suis un peu fanatique. J'aime beaucoup les blasons. Et d'ailleurs, les années précédentes, on en a décrypté quelques-uns. Ils sont très nombreux dans la Ducasse. Et vous voyez, je crois qu'on voit très bien l'image maintenant, le drapeau de Moulbé. Alors bien sûr, la fanfare, c'est la fanfare de Moulbé et de Ligne réunis depuis le début des années 1970. Mais sur le drapeau de Moulbé, il ne s'agit pas des deux blasons de Ligne et de Moulbé, mais bien des deux blasons des deux familles seigneuriales, des deux familles nobles, qui ont joué un rôle important dans l'histoire de Moulbé et qui ont été aussi à l'origine de la fanfare parce qu'elles l'ont subsidiée. Il s'agit donc à gauche du blason de la famille des marquis du Chastelet et à droite de la famille des la famille de Moulbé et qu'on retrouvera d'ailleurs dans le groupe des 19 communes parce qu'il y a toute une mise en scène héraldique dans de nombreux groupes de ce cortège date. Il faut bien savoir que l'art du blason était quelque chose de très apprécié, de très important parce que c'était le moyen de ne pas confondre les identités aussi. Voilà, des détails parfois aussi surprenants qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir en tant que spectateur. Donc c'est vraiment très intéressant aussi de pouvoir en apprendre un peu plus par ce biais-là. Et puis vous le voyez, le groupe du canon du Montsarrat arrive sur cette grande place. Qu'est-ce qu'il représente finalement ce groupe? Ce groupe du canon du Montsarrat représente un épisode de la Révolution belge de 1830 au moment où un groupe de jeunes Attois ont emmené à Bruxelles le canon qui servait à faire les exercices justement pour la compagnie des canonnières de Busier. Et donc cette compagnie des canonniers avait au faubourg de Tournai, d'où d'ailleurs la Ducasse du canon au faubourg de Tournai, avait au faubourg de Tournai un canon d'exercice depuis le XVIIIe siècle. Et au moment de la Révolution, quand les combats ont éclaté à Bruxelles, un groupe de jeunes Attois ont emmené ce canon à Bruxelles et ont donc participé au combat de Bruxelles pour la libération de la Belgique. Mais alors évidemment, le groupe va au-delà de la représentation du canon. Il y a des aspects. On voit le collier des canonnières de Busier et qui est transporté par le groupe. Et d'autre part, on a voulu évoquer en même temps un épisode de la Révolution qui est la harangue de Marie-Anne Leroy. Marie-Anne Leroy qui a effectivement harangué les Attois pour aller au canon, pour aller à la caserne, pour faire la Révolution. Et donc, c'est évidemment cette harangue qui a été recomposée par René Sansen qui va être dite dans un moment. C'est toujours un moment aussi très attendu, cette harangue d'Anne-Marie Leroy. Alors on voit dans ce groupe qui est composé de bourgeois, d'ouvriers carriers, de dentelières. C'est vraiment ces personnages-là qui sont allés faire la Révolution. C'est vraiment les personnages de l'époque, c'est-à-dire les dentelières. Il y avait beaucoup de dentelières à Ath, qui étaient d'ailleurs des femmes très pauvres, mais qui étaient vraiment attoises. Et il y aura des dentelières d'ailleurs à Ath. Et aujourd'hui encore, on a reconstitué un groupe de dentelières. Et d'autre part, il y a des bourgeois, bien sûr, et il y a aussi des ouvriers carriers. Donc tout ça pour évoquer l'ambiance de l'époque. Alors qu'on entend la foule appeler Anne-Marie Leroy, donc on va assister dans quelques instants à cette fameuse harangue. C'est parce que frère qui vient des quêtes de diligence de Bruxelles m'a dit qu'on se bat toi de là. Et nous autres à toi, notre pas valeur, j'y reste bras ballard, rien fait.
prendre les officiers pour prisonniers. Les soldats, ils marcheront nous autres. Les brandes sont mortes, il faut les cailler. C'est fini, vive la liberté! Un marié grand-mère qui a fréquenté avec un soldat de tes jeunesses n'a jamais été capable de me dire si c'est toi un espagnol, un autrichien ou bien un français. Et ça n'est fini mieux, ce que-ci, c'est néerlandais. On peut venir dans le fils polka à Colette sans tout dire à voir ces bonhommes-là d'élégants. Nos volons va le sauver les atoires. Si nous allons du casse de Choé, Dervé ou de Bouvny, ne volons pas sur les portes de la ville sans tout dire est arrêté ou bien visiter. Ça finit, vive la liberté! Amassez les sabres et les fusils qu'il y a dans les maisons. Les maflous, ils iront à le caserne. Les anti-hommes, ils diront porte de la ville. Les siens qui n'ont lieu de fusil perdront des bâtons, des flyos. Il ne faut ramener le tyran de frontière. Nous n'aurons plus jamais d'occasion pareille. En avant, vive la liberté! Voilà pour cette harangue d'Anne-Marie Leroy, suivie de la muette de Portici. Ça vient d'où ça finalement? Le muette de Portici, c'est-à-dire que c'est le spectacle qui était représenté à Bruxelles au moment où la révolution a été déclenchée. C'est cet appel à la liberté que contient la muette de Portici qui a amené la révolution belge, qui a fait éclater la révolution belge. D'où l'importance de cette muette de Portici si on veut recréer l'ambiance de l'époque, évidemment. Alors on l'a dit tout à l'heure. On n'est pas sûr d'ailleurs qu'elle était chantée à Anne. Enfin, on disait tout à l'heure que ce groupe était composé notamment de bourgeois, d'ouvriers carriers, de dentelières et aussi des artisans. Et Nicolas est en compagnie d'un des figurants. Oui, on fait l'occasion, c'est aussi de faire de focus sur quelques détails de ce cortège dans les groupes. Et je suis à côté du porteur de collier. Finalement, c'est quoi votre rôle au sein de ce groupe du canon? Je suis chargé chaque fois de porter le coussin.
sur lequel se trouve le collier des arcs de la confrérie des arquebusiers. En principe, je crois que ce collier aurait dû être avec le groupe de Samson, mais M. Sanson en a décidé autrement. Christian est capable d'en donner beaucoup plus. Alors Christian, qu'en est-il exactement? Je suis d'abord très content de saluer Philippe Petot parce que c'est un ancien condisciple de collège et puis collègue, prof de maths très apprécié du collège Saint-Julien et qui représente un bourgeois. Et alors c'est le fameux collier de la confrérie des canonniers arquebusiers. C'est une copie aujourd'hui parce que l'original est conservé dans les collections de la ville. Il remonte deuxième moitié du XVe siècle, pense-t-on, parce que la confrérie a été érigée par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, en 1462. Et c'est pour ça que parmi les 8 éléments principaux de ce collier, on retrouve plusieurs, ce qu'on appelle des briquets de Bourgogne, qui sont des symboles de la maison de Bourgogne, du duché de Bourgogne. Et puis par ailleurs, vous voyez que d'autres éléments représentent, c'est bien de voir le détail, un canonnier en train de préparer le canon pour un tir. Et par ailleurs, il y a un petit canon, un peu plus moderne sans doute, qui a été ajouté à l'ensemble et qui est relié au collier. Alors là, il faut bien regarder. Il est relié au collier par une représentation de Sainte Marguerite. C'est une femme portant une croix et qui surgit d'un dragon. C'est Sainte Marguerite d'Antioche, qui était très célèbre au Moyen-Âge. C'est elle dont Jeanne d'Arc a entendu les voix avec Sainte avec Sainte Catherine d'Alexandrie. Et nous voyons que Sainte Marguerite d'Antioche surgit d'un dragon parce que selon la légende, elle avait été avalée par un dragon et elle a percé le flanc de ce dragon avec la croix du Christ et c'est ce qui est représenté ici. Et c'est pour ça qu'on a invoqué Sainte Marguerite d'Antioche jadis pour l'heureuse délivrance des femmes enceintes. Vous imaginez le symbole, le flanc du dragon qui est percé par la croix. C'est un rôle qui vous tient à cœur? Oui, j'aime bien. Pour raison personnelle aussi. Parce que j'ai fait mon service militaire dans l'artillerie. Et donc, finalement, ce collier de la confrérie des arquebusiers correspond un peu à l'artillerie, à l'arme de laquelle je faisais partie. Et bien voilà, un figurant fier, et c'était l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce fameux collier. Bien, merci Nicolas, et on va en profiter pour lancer une première page de pub et on se retrouve dans quelques instants. Stock Hat, c'est le conseil, l'assortiment, un drive-in, produits bâtiments, bricots et matériaux. Au centre de Hat, Maxime, Mélisande ainsi que leur équipe dynamique vous détendent dans une ambiance sympa et très conviviale. Coiffeurs visagistes et spécialistes en coloration Schwarzkopf et Joico, ils vous accueillent du mardi au samedi de 9 à 18h. Salon de coiffure Max Coiffe, rue du Moulin à Hat, 068 33 50 55. Tarif étudiant. Grenet Optique, les plus belles collections, les dernières tendances et trouvailles techniques. Un choix de monture à tous les prix. Vous n'en croirez pas vos yeux. Grenet Optique, c'est également l'assurance de trouver la paire de lunettes créée sur mesure en fonction de vos besoins. Grenet Optique, le spécialiste en lentilles souples et rigides, est à 2 pas de chez vous. Grand Place à Frasnes. Loiselet, le spécialiste en location, vente et service de machines pour l'industrie, le bâtiment, le génie civil, l'agriculture, les parcs et jardins. Loiselet, des techniciens formés par nos fournisseurs. Du plus petit outillage au télescopique, nacelle, chariot, mini-pelle, chargeur, retrouvez tous ces produits de qualité et dans les plus grandes marques chez Loiselet, rue des Matelots à Hat. Sans oublier notre nouveau showroom espace vert et outillage dans la région de Tournai, Dilly by Loiselet, rue des Sablières à Blandin avec Stihl et Husqvarna. One More, des bijoux au style raffiné, de l'or, des pierres précieuses. One More, un savoir-faire belge. Bijouterie Ernould à Antoin, Hat et Tournai. Stock Hat, c'est le conseil, l'assortiment, un drive-in, produits bâtiments, bricots et matériaux.
Pour votre nouvelle construction ou votre rénovation, donnez du caractère à votre maison grâce à Wallrock, leader de l'enduit décoratif aspect pierre en Belgique. Découvrez notre savoir-faire et la transmission de génération en génération au moulin de Moulbet. Notre farine est moulue sur pierre, issue de céréales cultivées dans la région telles que froment, épeautre, seigle et céréales anciennes. Au sein du magasin, large assortiment et conseils avisés. Au moulin de Moulbet, entreprise familiale, on vous guide pour la réalisation de vos créations culinaires et douceur maison. Et voilà, nous sommes de retour en direct depuis cette Grand Place d'Ath pour suivre la suite de ce cortège folklorique. Alors ici, c'est le char de l'horticulture qui a fait son entrée sur la Grand Place. Un char, vous pouvez le voir, qui est particulièrement bien fleuri. Et j'ai d'ailleurs à mes côtés Bertrand Pétiot, le responsable du fleurissement des chars. Bonjour. Bonjour. Alors ce char, c'est un des plus importants en termes de fleurissement, ou chaque char a aussi ses particularités, ses difficultés? Disons que ce char-ci, c'est un des chars qui est le plus fleuri. Il y a plus de 5000 fleurs sur ce char-ci. Alors j'imagine que c'est un travail colossal de mettre toutes ces fleurs au moment de la Ducasse. Oui, c'est 3 jours de travail intensif en fait, jeudi, vendredi, samedi, et puis nous sommes en route depuis 3 heures ce matin pour l'installation sur les chars. Comment on choisit les fleurs? Vous avez des couleurs privilégiées en fonction des chars, ou c'est au niveau de l'intuition? Oui, on a des couleurs qui sont imposées pour le char de la ville, donc aux 3 couleurs, et puis le reste on est en harmonie avec les décors et les couleurs du char. Donc ça, on a carte blanche en fait pour le choix des fleurs et des couleurs. Alors ça fait quand même pas mal d'années que vous êtes à la manœuvre pour le fleurissement. Ça fait 30 ans cette année. En fait, j'ai travaillé 4 ans avec la famille Vanoac, mes prédécesseurs. Depuis 1996, on est responsable du fleurissement. Vous avez repris un peu le flambeau. Voilà, c'est ça. Alors en termes de nombre, on imagine c'est des milliers et des milliers de fleurs qui sont installées ici lors de la Ducasse. On n'est pas loin de 20 000 tiges cette année, donc c'est assez important effectivement. Alors on sait que la tradition ici à Ath, c'est les glaïeuls, les glaïeuls de la Ducasse. Est-ce que justement sur les chars on privilégie ce type de fleurs, ou on va vraiment dans des fleurs différentes, quoi? Non, on a un peu de glaïeuls, mais ce n'est pas les fleurs privilégiées. En fait, on a une grande diversité. Cette année tout particulièrement, on a dû choisir des fleurs qui étaient quand même résistantes à la chaleur, parce qu'on a eu de gros soucis jeudi déjà à la mise à l'eau, etc. Il y avait des fleurs qui étaient très difficiles à maintenir. Donc voilà, on a un maximum de diversité. Heureusement, la température a un peu baissé ici ce week-end. Oui, heureusement. Ouais. Alors, on voit aussi la tradition le dimanche soir à la fin de ce cortège, c'est de jeter toutes les fleurs, et puis aussi certains figurants qui jettent les fleurs. C'est un travail qui part un peu en fumée. Oui, mais ça reste un souvenir pour les Athois, donc quelque part, je dis toujours, c'est mieux que les Athois retournent avec un souvenir de leur cortège que de laisser tout installé comme ça et retourner dans les chars, et puis voilà, ça va se décomposer dans un jour ou deux, donc autant que les gens en profitent au maximum. Et puis c'est une petite tradition qui est survenue. Il y a beaucoup de traditions finalement qui naissent comme ça. Oui, c'est important. C'est important, oui, tout à fait. Vous êtes fiers finalement, vous, de pouvoir travailler sur cette Ducasse? Ah oui, on est fiers de travailler pour nos chars, ça c'est un fait. C'est notre façon à nous de participer au folklore. Donc voilà, c'est une fierté, on apporte notre pierre à l'édifice, notre spécialité, dira-t-on, pour fleurir ces chars. C'est une équipe de combien de personnes qui collaborent? Pour les compositions, on est 5-6 personnes, et puis il y a une quinzaine de personnes à côté de nous pour donner un coup de main, pour la manipulation, pour les petits bouquets de la guirlande, de l'agriculture qui demandent beaucoup de travail. Donc en tout, ça fait une vingtaine de personnes quand même. Alors il y a aussi la couronne de fleurs de Madame qui finalement fait ressortir sa beauté. Oui, c'est ça. Mais là, ce sont nos collègues Jenny Flore, Jérôme qui la réalise chaque année.
c'est aussi une tradition en fait, hein. On se partage le travail, c'est super je trouve. Bah, c'est beau finalement de voir que tout le monde collabore et met sa petite touche hein, pour sublimer hein, ce cortège. C'est très important, effectivement. Merci en tout cas d'être passé et bonne Ducasse à vous. Merci à vous et bonne Ducasse à tout le monde. Alors Jean-Pierre, on l'a vu, le char de l'horticulture, hein, dont la première apparition remonte à 1850. Comment il est arrivé dans le cortège, ce char? Mais en 1850, on a voulu complètement rénover le cortège. La ville était en crise, la ville sortait d'une crise économique très dure et on voulait donner un nouvel essor au cortège. Et à ce moment-là, on a créé des groupes, on a créé des groupes nouveaux, on a introduit des chars. Et le char de l'horticulture est un de ces éléments. Et à la fois, c'est la recherche du pittoresque et en même temps, il y a une influence mythologique parce que c'est la déesse Flore qui trône, la déesse du printemps qui trône au-dessus du char. Et donc, c'est un char un peu mythologique. On a parfois dit que ce char était aussi voué à Vénus. Donc c'est un char d'inspiration classique, peut-on dire, mais en même temps un peu, surtout décoratif. Hein, le but, c'était surtout d'ajouter ce char-là, à côté d'autres qui ont d'autres thématiques. Celui-là, c'était essentiellement un char décoratif. Et un char classique, je dirais, évoquant la déesse Flore, comme je disais, Vénus, etc. Un char qui compte une vingtaine de figurants. On parlait tout à l'heure de la féminisation des rôles. Là, pour le coup, ce n'est que des filles. Ce n'est que des filles, oui. Donc là, ça compense un peu la domination des hommes dans d'autres groupes. Alors au-delà évidemment des chars, il y a les chevaux hein, qui de tradition tirent ces chars, hein, des chevaux de trait qui s'entraînent aussi, comme les figurants finalement, ils ont leur petit entraînement avant la Ducasse. Hein. C'est une volonté des Attois que tous ces chars sont tirés par des chevaux. Il y a eu une période où on avait introduit des tracteurs, d'ailleurs c'était quand même beaucoup moins beau et beaucoup moins esthétique, je dirais, que d'avoir ces tracteurs qui tiraient les chars. Donc le retour des chevaux, on a fait un effort au début à la fin des années 70 pour rétablir justement les chevaux et depuis lors, eh bien, on s'y est tenu. Un nombre de chevaux qui varie bien évidemment en fonction du char et de son poids. Hein, oui. Et alors, une des choses qu'on a rétabli aussi, c'est que ces chevaux, ils sont recouverts, si je puis dire. Hein, donc on leur donne un aspect un peu plus esthétique. Et justement, Nicolas Jacquet se trouve en présence d'un conducteur de char. Et oui, hein, tout à fait, à côté de moi, une conductrice, un conducteur de char. Est-ce que votre rôle, bon, on sait qu'il est essentiel hein, dans cette Ducasse pour que les chars arrivent à bon port, est-ce que c'est un rôle difficile? Mais je pense quand même que c'est un rôle difficile parce qu'on a quand même une certaine, on doit mettre les gens en sécurité, on a une certaine responsabilité. Tout à fait des personnes qui sont sur le char, des petites filles ici en l'occurrence, mais aussi des gens qui sont autour. Donc nous, notre rôle, c'est de s'assurer que les chevaux soient bien, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'ils ne s'écartent pas de la trajectoire et que tout aille bien. Donc ça, c'est notre rôle. Comment est-ce qu'on manœuvre justement ces chars dans des rues qui sont parfois étroites à hâte? Alors les chevaux doivent toujours aller le plus loin possible, les chevaux de tête. Et vous voyez bien, le char doit vraiment se déporter à chaque fois pour qu'ils ne prennent pas les tournants trop courts, ne soient pas accrochés pour aller dans la foule, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qu'on doit sécuriser. Quoi. Alors on voit ici le char est à l'arrêt, mais j'imagine qu'on ne l'arrête pas exactement quand on veut et surtout c'est une manœuvre un peu technique. Tout à fait, parce que le but c'est de démarrer, que les 4 chevaux ici, il y en a 4, démarrent ensemble, en douceur, et le but c'est qu'ils s'arrêtent aussi ensemble, donc tout se fasse en douceur. Et alors on regarde toujours pour avoir une distance de sécurité avec le groupe de devant, afin de laisser 1 mètre ou 2